مرحبا بكم. Au programme de l'émission, Rabat la bien construite, avec l'architecte Iman Benani qui nous fait revivre 9 siècles de développement urbain harmonieux. Rabat la rayonnante, avec Nadia Nami qui nous raconte 100 ans d'histoire de l'art depuis l'avènement des tout premiers peintres marocains. Rabat la bien habillée, avec la styliste Fadila El Gadi, la grande prêtresse de la broderie traditionnelle réinventée. J'ai un caprice, c'est que j'aime pas suivre les tendances. Et pour commencer, Rabat la sportive, avec la reine du 400 mètres haies, la championne mondiale Nesra Bidouane. Je suis fière de la femme marocaine, je suis fière de mon parcours. À la fin de ma carrière, j'ai eu 2 fois championne du monde. Je suis la seule athlète double championne du monde. Le Maroc aime sa championne Nesra Bidouane. Pendant 15 ans, elle a brillé dans la discipline du 400 mètres et on ne pouvait trouver plus belle image pour illustrer l'ardeur avec laquelle des femmes marocaines relèvent les plus grands défis. Avec la même fougue qui soulevait autrefois les stades du monde entier, l'infatigable Nesra Bidouane continue d'épouser des causes nobles qui lui tiennent à cœur. Nous l'avons rencontrée dans le confort très marocain de sa maison à Rabat. La femme marocaine a beaucoup changé. Quand on voit maintenant la femme marocaine, c'est une autre femme. On trouve des femmes conseillères du roi, on trouve des femmes ministres, on trouve des femmes parlementaires, on trouve des femmes vraiment partout. Dernièrement, les dernières années, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le sport avec leur djellaba, avec leur smito. L'essentiel, qu'elles bougent. Voilà. Ben moi, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 16 ans. Et la même année, j'étais sélectionnée avec l'équipe nationale d'athlétisme, la section junior. Et j'ai eu ma première médaille arabe avec l'équipe nationale junior au Caire. Et là a commencé ma carrière. Trois années après, j'ai été qualifiée pour les championnats du monde à Tokyo. Et même j'ai participé aux Jeux Olympiques de Barcelone. 93, championnat du monde à Stuttgart. Enfin, les championnats du monde où j'ai participé, normalement, c'est 7 championnats du monde. نزهة بدوان تفوز ببطولة عالم بفارق كبير 53 ثانية و34%. Malheureusement, il y avait des blessures, il y avait des chirurgies. J'ai opéré les 2 tendons d'Achille pendant ma carrière. Les Jeux de la francophonie, ma première participation, c'était en 89, ici à Casablanca, parce que le Maroc était le premier pays à organiser les Jeux de la francophonie. Et j'étais même élue championne du monde du 400 à Edmonton, et c'était mon 2e titre. Mon record, c'est 52 secondes 90 centièmes. Le 400 haies, c'est une histoire marocaine parce que la première championne marocaine sur le 400 haies, c'était Fatima Al-Fakir, qui était championne d'Afrique, le premier titre africain marocain, en 1979. Après, il y avait Nawal Moutaouki, le 84. Et après, la longue carrière de Blam Koltana, Nesra Bidouane. Le 400 haies, pour moi, c'est une course qui est vraiment extraordinaire. On apprend beaucoup de choses avec le 400 haies. C'est une course où il y a les haies, il y a les adversaires, le sacrifice, la patience. C'est de l'art, de sauter les haies, enfin de passer les haies, parce qu'avant c'était sauter les haies, mais maintenant c'est passer les haies. Voilà, c'est une course. Est-ce que vous avez développé des amitiés avec vos rivales? Ma génération, moi, c'était Kim Batten, Dionne Minks, Sandra Glover, l'américaine, il y a Tatiana Ludovskaya, et c'est des Russes, des Américains, des Jamaïcaines. Sur le stade, oui. Mais le contact a resté, parce que là, maintenant, il y a le Facebook, heureusement. Hein.
Par exemple, les championnats du monde, c'est une semaine. Les Jeux olympiques, c'est 3 semaines. Le village olympique, c'est une famille. Hein. Il y a plusieurs pays, mais c'est une famille. En 2007, le journal britannique The Times classe Nesra Bidouane parmi les 100 meilleurs athlètes des championnats du monde. En avril 2008, elle est retenue parmi les meilleurs athlètes de l'histoire de l'Afrique. On regarde les médailles de maman. Ça vous est arrivé de perdre confiance pendant une course ou... Non, jamais, jamais. Pour arriver à ça, il faut bien travailler, hein, il faut sacrifier beaucoup de choses. J'ai annoncé ma retraite le 15 février 2005. 15 ans de carrière et le lendemain, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de pointe, plus d'espadrilles, plus de terrain, plus d'entraînement 2 fois par jour. 15 ans, oui, c'est un record. Au monde, il n'y avait pas d'athlète qui durait comme ça 15 ans. Décorée par feu Sa Majesté Hassan II et par Sa Majesté Mohamed VI, Nesra Bidouane se consacre aujourd'hui aux femmes et aux enfants atteints de cancer. Une seule chose que je pratique maintenant, que j'aime beaucoup, c'est le social. J'ai beaucoup de gens. Je fais beaucoup de choses pour les enfants malades, pour la femme. J'encourage beaucoup de jeunes à pratiquer le sport. Son défi, faire courir la femme marocaine, c'est la course de la victoire. 20 000 femmes qui descendent dans la rue, dans un rassemblement festif, d'échanges, de sport et de bonne humeur. La condition physique, c'est la marche. C'est la marche. C'est la marche, voilà. Ma mère marche tous les jours. Hein. Ouais. Grâce à votre... Je l'encourage. Moi, je fais sortir 20 000 femmes et ma mère doit être la première. Hein. C'est grâce à ma mère que j'ai pratiqué le sport. C'était ma première supporter. En 1912, le résident général Lyautey inaugure le protectorat français au Maroc en transférant la capitale du pays de Fès à Rabat, une ville encore petite mais très ancienne. Madame Imen Bennani, architecte et professeure d'architecture, nous raconte comment l'histoire continue de façonner le paysage urbain de Rabat. J'aimerais que vous nous parliez de la promenade que nous nous apprêtons à faire avec vous. Faites-nous un peu tout l'itinéraire qu'on va suivre. Donc je propose la Kasbah des Oudaya, puisque c'est le point de départ de la ville. Il faut aussi parler de Chella, le premier trace d'une population humaine à la ville de Rabat. Et on parlera aussi de la Médina, parce que ce qui est intéressant, c'est que la Médina était construite en continuité avec la Kasbah. Et peut-être terminer avec l'évolution de la ville actuelle pour voir l'héritage colonial français.
Bon, avec ça, on aura un très, très joli portrait d'une très belle ville. Vous allez militer avec moi alors. Présenté par une très belle architecte. En plus, ouais, C'est ça, gentil. Iman nous invite donc à militer avec elle pour la reconnaissance des richesses de cette ville, notamment par l'UNESCO. Rabat est au moins digne de figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Et notre amie n'est pas chauvine puisqu'elle-même vient de Fès, à qui Rabat a ravi le statut de capitale du Maroc il y a tout juste un siècle. Rabat, c'est un socle où est stratifié un ensemble de traces de civilisation historique selon un processus continu, sans interruption. Il n'y a pas eu de coupure d'une civilisation à l'autre. Et du coup, on a un ensemble cohérent, une image très harmonieuse. Et voilà qui confère à Rabat, une ville plutôt méconnue des touristes, son cachet tout particulier. Cohérence et harmonie pour une capitale en pleine mutation. Depuis 10 ans, Rabat se refait une jeunesse. Encore une fois, car Rabat s'est refait sans jeunesse depuis 2000 ans. Les fouilles archéologiques ont démontré une existence d'un établissement phénicien. Il y a aussi une ville romaine qui se situe à l'actuelle Chella, qui était d'une grande importance au 1er siècle après Jésus-Christ. Là où les Romains s'installèrent et que le géographe Ptolémée au second siècle de notre ère appelait Sala Colonna, ce n'est pas encore Rabat, dont la fondation, 1000 ans plus tard, sera liée à la propagation de la foi islamique. Le départ de la ville, c'est la Kasbah, officiellement avec la dynastie Almohad, parce que le premier calife Almohadi va décider de faire une forteresse, ici de la Kasbah des Oudaya, comme point de départ de la conquête musulmane. Cette forteresse, c'est à Ribat, comme on en trouve aussi en Algérie et en Tunisie, et dont la fonction était à la fois militaire et religieuse. Nous sommes en 1150, et le sultan Abdel al-Moumin a dévisé sur l'Espagne, déjà islamisée en partie depuis 4 siècles. Il nomme sa forteresse Riba el-Fat, c'est-à-dire la forteresse de la victoire. La ville de Rabat est officiellement créée. Le sultan meurt et son petit-fils poursuit son œuvre. Yacoub el-Mansour va décider de faire une grande ville de Rabat, à l'image d'Alexandrie. Il va faire une grande muraille qui va cerner 450 hectares. Et cette muraille est trop de portes monumentales. Il va aussi construire une grande mosquée Hassan qu'on voit d'ici. La première mosquée dans le monde occident musulman, de par sa dimension, de par son architecture un peu spéciale, mais malheureusement elle n'était pas achevée après la mort du calife. Yacoub el-Mansour, c'est-à-dire Yacoub le Victorieux, célèbre pour sa victoire sur un roi catholique d'Espagne, a donné son premier lustre à Rabat avec la tour Hassan, ce projet de mosquée inspiré de la célèbre Koutoubia de Marrakech. Et comme à Marrakech, qui était alors la capitale du pays, Rabat est marqué par le goût austère et majestueux de la dynastie des Almohades. Après les Almohades viennent les Mérinides, qui ont transféré la capitale de Marrakech à Fès. Mais les Mérinides nous ont aussi laissé le Chella. Les Mérides n'ont pas réellement investi dans la ville de Rabat. Mais ils ont apporté un regard très particulier à la ville parce qu'ils vont mettre un ribat dans l'actuel Chella et ils vont faire à l'intérieur une nécropole royale. Donc des sultans vont être enterrés avec leur épouse et fils et ils vont aussi construire une madrasa, une mosquée, bain mort, etc. La nécropole royale a été dévastée en 1755 par le tremblement de terre de Lisbonne. Une végétation luxuriante a depuis envahi les ruines du Chella, qui a la réputation d'être le site le plus romantique du Maroc. Il y a un moment très décisif de l'histoire de la ville de Rabat. C'est l'année 1609 où a été décidé d'expulser des musulmans andalous et c'est la ville de Rabat qui va accueillir ces réfugiés andalous dans le site de la Kasbah des Oudaya.
Ces réfugiés andalous vont peupler toute la Kasbah des Oudaya, plus une partie de la Médina. Ils vont aussi se réapproprier l'espace, ils vont mettre une enceinte à l'intérieur de celle Al-Mouhad comme système défensif. Ces Andalous, ils ont un mouvement de corsaires, ils vivaient avec la piraterie et ils ont constitué sous forme d'une petite république bourg-grecque, qui va vivre par la piraterie et par ce qu'on va appeler le djihad maritime. Cette petite république sera aussi fameuse qu'éphémère, car elle vivra pendant 41 ans, de 1627 à 1668. Le sultan Moulay Ismaël mettra fin à cette république, mais pas à l'activité des corsaires, qui marqueront l'imagination de l'Europe au point où Robinson Crusoe sera leur prisonnier, avant d'aller s'échouer à l'embouchure de l'Orénoque, dans les Caraïbes. Donc, après, la dynastie alaouite va mettre fin à ce mouvement de corsaires. Ils vont réussir à régner de l'ordre dans la ville de Rabat. Ils vont renforcer les systèmes défensifs en instaurant plusieurs borches et puis en dédoublant aussi la ville par une autre muraille à l'extérieur de celle Al-Mouhad. Ils vont aussi construire de nombreux lieux de culte, des mosquées, des zaouïas. Voici donc pour la genèse d'une ville vieille de 9 siècles, mais née sur un promontoire d'où 25 siècles d'histoire nous contemplent. Sur ce promontoire, le magnifique quartier des Oudaya, berceau de la ville, tourne le dos à l'Atlantique comme pour mieux signifier son appartenance au monde de la Méditerranée, dont il réfléchit la lumière éclatante. Le quartier des Oudaya, avec ses ruelles sinueuses, ses maisons ravissantes, ses perspectives envoûtantes, attire les artistes et les étrangers. Mais l'Herbati se retrouve volontiers dans son beau café mort et dans la fraîcheur du jardin andalou qui le jouxte, créé en 1920 par l'architecte Maurice Tranchant de Lunel, un favori du maréchal Lyautey qui avait aussi supervisé la restauration de la Kasbah. Le quartier des Oudaya est une véritable splendeur, et ce n'est qu'un point de départ vers un autre monde tout aussi étonnant, mais encore plus mystérieux, celui de la vaste Médina qui prolonge son histoire. En ligne directe avec Bab Ekbir, la grande porte almohade qui marque l'entrée des Oudaya, se déroule la rue des Consuls qui traverse la Médina de Rabat. Elle est fameuse car elle propose toutes les marchandises qui font la gloire de l'artisanat marocain et il est impossible de la traverser sans se laisser tenter par ses maroquineries, ses tapis ou ses babouches. La rue des Consuls tient son nom de l'époque de la République des Corsaires. Les diplomates étrangers étaient confinés ici lorsqu'ils venaient négocier le rachat des Européens capturés par les pirates. N'espérez plus rapporter un esclave chrétien comme souvenir de votre voyage au Maroc, ce commerce a été aboli il y a 2 siècles. De la rue des Consuls, qui traverse la Médina en ligne droite, un dédale de Venelle nous entraîne vers ses parties résidentielles et nous éloigne un peu plus de notre temps que l'on oublie de regretter. En fait, la Médina, c'est le résultat de tout un développement social et économique de la cité depuis la fondation de Kasbah des Oudaya jusqu'à la veille du protectorat français. C'est un patrimoine vivant qui abrite des milliers de familles. C'est un tissu compact, c'est des éléments collés les uns aux autres, comme n'importe quel tissu urbain traditionnel arabo-musulman. Donc on a l'impression que c'est un plan anarchique. Mais derrière ce plan-là, il y a une certaine logique et une hiérarchisation au niveau des fonctions urbaines et au niveau de la voirie. Parce qu'on va voir qu'il y a une nette séparation entre la fonction de l'habitat par rapport à l'activité du commerce, du service de production. Elle est construite sur le bon voisinage, un esprit communautaire. Et sur le principe de l'hurma, c'est-à-dire l'intimité. Est-ce que la Médina de Rabat attire des étrangers? Vous nous avez dit que les Oudaya attiraient des étrangers aussi. On est dans la même philosophie d'urbanisme entre les Oudaya et ici. Je crois que vous parlez du phénomène de gentrification des Médinas. Par exemple, oui.
Ça touche les Oudaya plus que la Médina. En tout cas, la Médina de Rabat, elle était délaissée par ses riches, entre guillemets. Et on a toujours de la population rabattaise, mais on a aussi la population qui va venir, surtout les années 80, c'est-à-dire de l'exode rural, de la campagne, des gens qui vont chercher du travail à Rabat. Et depuis des générations maintenant, qui sont, je crois, devenus, par effet d'urbanité, sont devenus des rabattais. La Médina connaît ce phénomène de gentrification. Et on a des maisons qui vont être réaffectées en restaurants, en maisons d'hôtes, etc. C'est pas la même ampleur que Marrakech. La Médina aussi par définition, ouais. puisque c'était la ville, c'était pas un quartier de la ville, mais c'était la ville. Toutes les classes sociales se mélangeaient là. Oui, exactement. On ne pouvait pas voir non plus qui était riche, qui était pauvre. Si on se fie aux portes, aux façades, c'est quand on entre qu'on... Oui, exactement. C'est par, je crois, principe fondateur de l'islam. Sawasiya, c'est-à-dire toutes les... Pas d'ostentation. Oui, à l'extérieur, les murs sont aveugles. On a une mixité qu'on recherche maintenant, la mixité sociale. Nous, il y a un grand débat de chercheurs, comment faire la mixité, comment éviter les ghettos, etc. La Médina, il n'y avait pas de ségrégation sociale, justement, parce que dans un même quartier, on va trouver tous les corps de métier, on va trouver les riches, les pauvres, les moyens. Et donc, il y avait cette équité sociale qu'on est en train peut-être de perdre avec le zoning. Avec le zoning, plus besoin de dissimuler sa richesse derrière des murs aveugles. On rassemble tous les riches dans un même quartier où tout le monde est égal à quelques voitures près. Dans la Médina, bien à l'abri dans sa maison, le riche vivait au beau milieu des pauvres, dont la seule vue lui rappelait simplement ses devoirs religieux de charité. La ville idéale doit bien ressembler à la Médina, où les familles riches peuvent encore jouir d'un grand confort, comme celle qui habitait le Dar Mrini. Cette belle maison que notre ami Iman nous fait maintenant découvrir. Donc, ici, nous sommes dans une maison, certainement d'une famille assez riche, historiquement, parce qu'elle est extrêmement décorée. Ouais, exactement. La richesse, elle n'est démontrée qu'à l'intérieur. C'est le système introverti de toute maison, rabattée ou maison arabo-musulmane. C'est-à-dire, l'entrée se fait par chicane. Comme on a vu, un vestibule, on ne rentre pas directement par souci d'intimité, on ne regarde pas ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, la maison s'articule autour de ce patio-là, de cette cour centrale. L'élément végétal et l'élément aquatique sont très souhaités dans une maison. C'est un souci d'esthétique, mais c'est en même temps, c'est un rôle bioclimatique parce que le végétal ou une fontaine, ça permet le rafraîchissement à l'intérieur de la maison. On voit les liges polychromes, on voit les arcs en plein cintre, festonnés, outrepassés, etc. On voit aussi un travail très fin du gypse. Et il travaille aussi sculpture sur bois, la ferronnerie. Et donc, on va vraiment se défiler en matière de décoration. Elle a été vendue à la ville par les propriétaires. Et la ville, maintenant, programme des manifestations culturelles, etc. Donc, elle appartient à la ville de Rabat. Et encore, pour y accéder, il faut traverser toute la Médina. Il n'y a pas d'accès facile à cet endroit. Il faut connaître, il faut être guidé. C'est l'effet de surprise. C'est des ruelles sinueuses, labyrinthiques, etc. Mais avec une certaine logique. Pendant 12 siècles, la cité marocaine a suivi un développement inspiré par les enseignements de l'islam qui prêche la solidarité, l'entraide, le respect des devoirs religieux et de l'intimité d'autrui. Suivant ces principes, les Marocains des villes avaient toujours vécu dans une chaleureuse promiscuité, se suffisant à eux-mêmes et veillant les uns sur les autres. Cette culture millénaire sera bouleversée par la première occupation étrangère infligée aux Marocains au début du XXe siècle. C'est la période du prédoctorat français, 1912, où Rabat a été choisi comme capitale du Maroc. Commence alors l'essor de Rabat qui se transforme en grande capitale moderne tout en gardant son échelle humaine, laissant tous les débordements à sa voisine, Casablanca. Est-ce que vous aimez Casablanca, personnellement? Je n'arrive pas à supporter Casablanca plus qu'une journée.
Mais c'est une ville très, très vivante et c'est une belle ville. Mais moi, mon point de repère, c'est Rabat. Pourquoi la capitale du Maroc? Donc on a plusieurs facteurs. D'abord sa situation par rapport à un Maroc central, notamment le Maroc entre guillemets utile, et du fait qu'il s'ouvre sur l'océan. Et à côté on a le grand port de Casablanca. Donc on est sûr qu'elle est sur un plan de communication. Et en même temps on est sûr de ne pas confondre entre le pôle administratif et le pôle économique. Ce qui est intéressant dans cette époque-là, connaît la ville de Rabat et pas les autres villes, à mon sens, au Maroc, c'est que c'était un champ d'expérimentation en matière de théorie d'urbanisme et d'architecture. C'est-à-dire on va innover un plan très intéressant face à un plan nouveau, une ville moderne qui va dialoguer sans coupure avec le tissu traditionnel. C'est-à-dire qu'on a préservé la Médina, on a préservé la Casbah des Oudaya, oui, on a construit à l'extérieur de la Médina une autre ville. Oui, parce que la stratégie justement de la planification de résident général Lyautey reposait sur deux principes. Il faut garder les tissus intacts et conserver le patrimoine par des soucis moraux, sociaux et surtout sécuritaires. Donc ça a permis de conserver ce patrimoine. La deuxième particularité, c'est le concept de cité-jardin pour cette ville de Rabat. Le maréchal Lyautey, qui a dirigé le Maroc de 1912 à 1925, a confié à l'urbaniste Henri Prost le soin de développer le nouveau centre de Rabat sur un terrain vague voisin de la Médina. Ce sera l'avenue Mohamed V, qui concentre les principaux équipements de l'État, comme la Banque centrale, la Poste, la gare et le palais de justice devenu le Parlement. Prost est déjà connu de nos téléspectateurs puisqu'il est aussi l'architecte original de la célèbre Mamounia, l'hôtel mythique de Marrakech. En plus de la ville verte chère à Lyautey, les Français vont créer à Rabat une architecture unique au monde. Par rapport à l'architecture, à cet effort urbanistique fourni par Prost sous l'impulsion de Lyautey, il y a une équipe d'architectes éminents comme la Prade, la Fort, qui vont entamer la réflexion sur la manière de produire une architecture nouvelle, mais sans vouloir se détacher de celle traditionnelle. C'est pour ça qu'on va voir au début ce qu'on va appeler le néo-mauresque. Donc c'est des façades nouvelles avec les règles de l'art classique, c'est-à-dire la symétrie, la proportion, la rigueur. Il y a de grandes baies vitrées, mais on va puiser dans le répertoire de l'architecture traditionnelle et transposer quelques éléments architectoniques sur la façade. Comme on voit ici, on va sculpter sur la pierre, les arcades, la tuile verte, etc. Donc on va appeler ça néo-mauresque. Mais les architectes, au fur et à mesure, ils vont abandonner ces styles-là. C'est dommage, parce que c'est joli. Mais ils ont gardé quand même des traces. Et on va retrouver des façades néoclassiques, de l'art nouveau, de l'art déco, et puis ensuite de l'art de style moderne, des façades plus épurées. Donc c'est un processus ponctué de plusieurs productions et de bâtiments architecturaux qui sont originaux et ils sont uniques finalement. Par rapport à la ville de Rabat, pratiquement les sites qu'on a vus ont été déjà classés patrimoine national et le patrimoine colonial, il est en cours. C'est très important parce que moi, quand j'étais par exemple étudiante, on parlait de l'héritage colonial d'un autre regard. Maintenant, il y a une prise de conscience que c'est important et tout le monde défend ce patrimoine. Protégée par sa ceinture verte qui limite son étalement et par la hauteur réglementaire de ses constructions qui prévient la surpopulation, la ville de Rabat est condamnée au bonheur. Un bonheur que lui ont d'ailleurs souhaité bien des dirigeants marocains. C'est au pied de la tour Hassan, témoin de la formidable ambition que le sultan Yacoub el-Mansour nourrissait pour sa ville de Rabat, que le sultan Mohamed V annonça à son peuple le 18 novembre 1955 que le Maroc était à nouveau indépendant. C'est sur ce lieu hautement symbolique que Mohamed V, devenu roi en 1957, repose aujourd'hui aux côtés de son fils et successeur, le roi Hassan II. Le mausolée Mohamed V, achevé après 10 ans de travaux en 1971, est l'œuvre de l'architecte vietnamien Vo Toan. Il est réputé le plus beau tombeau royal du monde. C'est le joyau d'une capitale que les touristes qualifieront peut-être un jour de plus belle ville du Maroc.
À la fin des années 2000, la ville de Rabat s'est couverte de chantiers. Une nouvelle ligne de tramway, des complexes immobiliers et des équipements culturels de premier ordre donneront à la capitale du royaume un nouveau lustre. Au milieu de toutes ces transformations, la belle Villa des Arts est un havre de paix et une invitation à découvrir l'art contemporain marocain. Puis en 2003, la ville de Rabat était un petit peu refermée sur elle-même. Les seules institutions qui faisaient un petit peu bouger cette ville, c'était les instituts étrangers. Il fallait combler ce vide à Rabat, faire de Rabat une ville administrative, c'est la capitale, mais également un pôle culturel. Et justement, la Villa des Arts, grâce à la diversité de ses activités, je pense qu'elle répond à cette demande de la part du public. C'est une villa art déco, c'est un pur produit de la colonisation française. L'architecture représente justement cet alliage entre une architecture traditionnelle et l'architecture occidentale. Notamment la pièce qui abrite la collection permanente de la Fondation le représente bien. On a un mélange de zélige avec le marbre. On a une cheminée qui est un pur produit occidental. Nous n'avons pas de cheminée au Maroc. Enfin, Ah non. nous n'avons pas froid autant pour avoir des cheminées. La Villa des Arts de Rabat retrace les jalons de l'histoire de la peinture. Le musée virtuel est visité régulièrement par des élèves d'école et par d'autres publics. Et c'est justement pour un souci didactique. Bienvenue dans le premier musée virtuel d'Afrique. Vous y êtes invité à plonger dans le monde de la culture et des arts. Vous vous engagerez dans le couloir menant à l'espace des arts traditionnels et de l'art de vivre au Maroc. Ensuite, vous vous engagerez sous les portiques de l'espace des arts contemporains. Bon parcours! C'est vrai que l'histoire de la peinture au Maroc est assez récente. C'est une histoire qui est jeune et n'a pas plus d'un siècle. Je parle de la peinture de chevalet. L'art en lui-même, ou peut-être parler d'artisanat, qui a une dimension également artistique, existe depuis la nuit des temps. Donc tous les arts traditionnels en témoignent. Poupée représentant une mariée de Rabat, capitale du Maroc. Cafetan en velours bordeaux, travaillé à la main de soutache et de ganse, garni sur les côtés de zrourat. Une large écharpe tissée en soie et or descend jusqu'en bas. Le premier peintre reconnu marocain à avoir peint sur un support autre qu'un mur, c'est Ben Ali Rbati. Il était cuisinier chez un peintre étranger. Il a été initié en le voyant peindre. Maintenant, il y a une autre théorie peut-être à vérifier, mais qui donne des pistes de recherche très très intéressantes. Un des assistants du grand peintre Diego Velázquez était d'origine maure, maghrébine et probablement marocain, qui s'appelait Juan de Pareja. Donc il était esclave, qui s'est mis à peindre parce qu'il assistait Diego Velázquez, dont on peut voir le portrait réalisé par Diego Velázquez. Celui de Chaibia Talal. Elle est venue à la peinture après avoir fait un rêve. Celle-là, c'est de la peintre Radia, qui est la mère de Miloud Elbiad, qui est aussi peintre. Donc elle a été initiée à la peinture par son fils. Saladis, c'est particulier. Oui. Onirique et inconscient. Il y a plein d'histoires dans ce polyptyque. Ouardiri est un peintre originaire de Salé. Il a longtemps travaillé comme jardinier. C'est quelqu'un qui a peur du vide. Je reconnais le couple originel, oui, qui est déjà dans le jardin d'Éden, peut-être déjà un peu dans la déchéance, parce que Adam a même le sol. Et derrière vous, c'est le Farouche, c'est ça? Oui. C'est Fatema Farrouj, autodidacte. C'est un peu berbère, ça, non? Moi, ça me rappelle plutôt ces motifs de henné qu'on vend chez les herboristes, les apothicaires. Là, on est en train de célébrer une noce, j'imagine. Il y a des musiciens, danseuses, voilà. On sert le thé et on a les femmes voilées. Nous
Nous estimons que l'orientalisme fait partie du patrimoine iconographique marocain. C'est le regard de l'étranger justement qui est fasciné par le costume, qui est fasciné par les traditions et l'architecture, etc. Et là, on va visiter les peintres modernes qui ont bénéficié de formation à l'étranger. C'est un tableau de Chirkaoui. Il a passé beaucoup de temps à Paris. Il était très imprégné de la peinture de Paul Klee. Il a beaucoup travaillé sur le signe berbère. Que malheureusement, on l'a perdu très tôt, ce peintre. Mais le legs est précieux, effectivement. Et là, nous avons en face de nous des œuvres mouvementées de Gherbaoui. Elle impose le silence, je pense. Chirkaoui et Gherbaoui, juste pour expliquer à nos téléspectateurs canadiens, c'est que Gherbaoui signifie celui qui vient de l'ouest. Chirkaoui, celui qui vient de l'est. À lui seul mériterait un film, Gherbaoui. Il est mort sur un banc parisien. Est-ce que c'est vrai que le Coran interdit toute représentation humaine? À ma connaissance, ce sont les idoles qui sont interdites, c'est-à-dire des sculptures en 3 dimensions de personnages humains. Puisque l'islam est basé sur l'unicité de Dieu. Sur l'unicité de Dieu et aussi sur une sorte d'invisibilité. La représentation, dans un pays arabo-musulman comme le nôtre, elle n'est pas aussi déployée qu'elle ne l'est en Occident, parce que le christianisme a rendu la représentation iconographique aussi foisonnante, parce que c'était une manière également de ramener des croyants. Nous avons une tradition qui est d'un autre ordre. Le côté plastique ou artistique a été développé surtout au niveau de l'architecture. Surtout au niveau de l'architecture. Vous avez dû le remarquer certainement. Là, nous sommes devant une pièce de Moulay Ahmed Delissi, qui fait partie des premiers, mais vraiment premiers peintres marocains. Il travaillait en autodidacte et en cachette, paraît-il, parce qu'il a été découvert par un peintre suisse. Et il y a plusieurs tableaux où il représente un âne auquel il tenait beaucoup et qu'on lui a volé. Et sa peinture est caractérisée par cette sobriété, absence de représentation architecturale. Il vous a entendu dire que tout avait été fait en architecture et en décoration au Maroc, donc il dit, moi je vais prendre le créneau qui reste, l'humain. Absolument. Dans son petit atelier de la ville de Salé, non loin de la Médina où elle a grandi, Fadela El Gadi compose de véritables poèmes sur les tissus les plus fins. Ces poèmes, ce sont des motifs délicats et merveilleux réalisés par des femmes et des hommes qui perpétuent l'art ancestral de la broderie fierté de nos régions. Tout en douceur, Fadela El Gadi a su s'imposer comme l'une des plus brillantes ambassadrices de la mode marocaine. C'est le styliste Ben Rewash qui avait dit qu'entre le jean et le caftan, il y avait un espace à investir. Je pense que c'est vraiment ton créneau. J'ai toujours été attirée par la broderie et le travail artisanal marocain. On n'utilisait ça au Maroc que sur les caftans. Et le caftan, c'est pas tout à fait fonctionnel. Donc moi, j'ai pensé, j'aime bien m'habiller. Et j'aime quand je suis, que ce soit à l'étranger ici, porter des vêtements marocains. Donc j'ai essayé de mettre toute cette broderie sur des coupes un peu contemporaines et actuelles. Voilà. Ça, c'est joli aussi. Là, c'est 3 artisans. C'est à peu près 2 mois de travail. Ça, c'est du brocart. C'est des fils de soie travaillés à la main. Ça, c'est une cape en tulle. Et ça, c'est un travail de femme. Oui. Et ça, c'est un travail de brodeur. Tout à fait. Mais les créations de Fadela El Gadi, c'est vraiment tout dans le détail.
La passion de Fadila El Gadi se nourrit de son amour profond pour la broderie traditionnelle marocaine, produit d'une dextérité, d'une créativité et d'une patience infinie. Fadila est avant tout fille de tradition. Dans ma famille, en fait dans toutes les familles de mon entourage, on envoyait les filles dans les ateliers de broderie. Et on a appris à peu près toutes sortes de broderies, même les tapis. Plusieurs régions du Maroc produisent chacune une broderie différente, reconnaissable à ses motifs, à ses couleurs ou à l'usage qu'on lui destine. Dans les ateliers de brodeuses où elle passait ses vacances, la petite Fadila s'imprégnait de cette culture raffinée. Là, c'est chez ma tante, enfin, la femme de mon oncle. Et je venais de temps en temps chez elle pour apprendre la broderie de Rabat. Ça prévaut quoi de Rabat? Je suis très émue là, de voir cette petite rue parce que en même temps, je faisais des courses, un peu de ménage, tout ça pour qu'elle m'apprenne un peu à broder. C'est un bon spectacle. La vieille ville de Salé, aînée de sa voisine Rabat, est connue pour ses corsaires qui écumaient l'océan Atlantique, de Terre-Neuve jusqu'à l'Islande. Fadila a grandi dans le fourmillement de sa médina, qui reste encore pour elle une source d'inspiration. Tu vois, avec ça, tu peux imaginer les manches de manteau, le côté un peu brodé, point de fesse au rabat, tu vois, ou même dans la passementerie, les personnes, les suffas, et ainsi de suite. Fadila porte aussi en elle le riche héritage de ses parents. Mon père, il vient d'une famille nomade du Sahara, du sud-sud. En fait, c'est Oulati de Larine. Et quand il avait perdu ses parents, il est venu s'installer à Salé. Et c'est là où il a rencontré. En fait, on lui a présenté ma mère et puis il l'a épousée. Ma mère, c'est une femme très élégante qui aimait les belles choses. Le petit détail, le petit pantalon brodé, tout était chez elle, tout était impeccable. C'était des grands moments pour nous, les enfants, quand ma mère partait à un mariage. Quand elle rentrait, on l'a suppliée pour qu'elle reste comme ça habillée pendant des heures et nous en train de l'admirer. Pour moi, la civilisation de mon père, c'est poétique, c'est romantique. Puis le côté de ma mère, c'est ce qui est moderne, c'est très riche, c'est très matérialiste. Quel regard elle a porté sur tes créations? Elle adore, mais surtout depuis que je suis médiatisée. Même Yves Saint-Laurent s'était pris d'affection pour la brodeuse Fadila El Gadi. Il aurait aimé qu'elle lui prête sa belle silhouette racée pour défiler dans ses vêtements. Elle n'a pas voulu, mais elle a accepté de créer des collections pour sa boutique au Jardin Majorel. Est-ce que justement dans la presse marocaine, tu essaies de mettre en avant tes brodeuses? Toujours, parce que j'existe grâce à eux et je ne peux pas parler de moi sans parler de mes artisans. Asiya, c'est une des meilleures brodeuses de Chbika. Elle est spécialiste. Et en plus, elle est créative. Toujours, elle arrive avec des motifs un peu différents. Elle fait des propositions. Et j'aime beaucoup travailler avec elle. Où est-ce qu'elles ont appris le métier? Toutes dans leur famille, leurs voisins, enfin... Leur entourage. Ouais. On est tenté de dire que c'est un univers de femmes, mais c'est pas vrai. Hein. Dans une pièce attenante, il y a deux ma'alem qui travaillent aussi. Ouais. En arabe classique, ma'alem signifie « celui qui sait ». C'est un maître artisan. Au Maroc, c'est un titre qui est donné avec beaucoup de déférence. Tu vois, là, c'est du cuir. Là, on prépare des pochettes en cuir et on applique toute la broderie sur la peau. Les gens, souvent, quand ils voient, ils pensent qu'on a appliqué un ruban. Donc là, c'est le Hissn, il m'a adopté et je l'ai adopté. C'est mon père adoptif. Il vient de Marrakech. C'est un des meilleurs brodeurs du Maroc, je pense. Il fait des merveilles aussi. Tous les vêtements qu'il porte, c'est lui qui les fait. Normalement, il porte les blouses ici, mais lui, il est tellement, je le trouve, très chic. Les trois brodeuses, là, elles travaillent chez moi. Elles viennent quand elles veulent, quand elles peuvent, parce que je sais qu'elles ont des contraintes. Et donc, elles ne sont pas du tout obligées d'être à des horaires fixes. Enfin, elles sont libres.
Pour moi, c'est très important de les valoriser, les aider à aimer leur travail pour garder ce savoir-faire qu'on a. Le génie de Fadila El Gadi réside dans son respect pour ce travail d'un autre temps et pour ceux et celles qui l'exécutent. Chacune des pièces qui portent son nom est l'hommage d'une femme moderne au dévouement professionnel des anciens. Fadila habite et travaille toujours à Salé. Mais elle a une belle salle de montre à Marrakech, rendez-vous préféré des Européens au Maroc. Et les Européennes apprécient tout particulièrement son art. Combien de personnes ont travaillé le vêtement que je porte? C'est 3 personnes qui ont travaillé. Il y a la brodeuse, et puis la perleuse, et puis il y a le travail de Ma'allem, et puis il y a la femme aussi qui a fait les petits boutons. Donc c'est 4 personnes, c'est pas 3, c'est 4. Nous trouvons que notre amie Yasmine, urbaine et moderne tout en restant très enracinée dans sa culture millénaire, porte très bien les tenues de Fadila El Gadi qu'elle a choisies pour présenter cette émission. Chaque vêtement a une histoire, oui. Je ne peux pas produire beaucoup de pièces et puis sincèrement, ça ne m'intéresse pas de passer à l'étape grosse distribution et j'aime bien ce qu'on fait parfois une pièce. Parfois, elle est unique ou par le tissu ou par la broderie. Les pièces de Fadila sont comme des tableaux de maître, aussi rares qu'appréciés. Ses clientes n'ont pas besoin d'être bien nombreuses pour assurer sa notoriété, car elles sont très visibles et portent son nom dans toutes les capitales. Fadila est fière de faire ainsi la promotion des talents marocains. Je me dis que c'était pour moi un rôle de montrer ça et bien sûr de le distribuer un peu dans les 4 coins du monde. C'était pour moi un rôle de le montrer parce que je sais combien d'heures ça prend de travail et je sais ce que c'est que le travail manuel. C'est très difficile, donc voilà, c'était mon rôle de le montrer. Mais heureusement que j'ai le soutien des médias marocains d'abord et maintenant ça a créé l'intérêt des médias internationaux. À Casablanca, des jeunes femmes qui rêvent de représenter le Maroc au sein de la prestigieuse agence de mannequins Elite ont posé leur candidature dans les vêtements de Fadila El Gadi. J'essaie un peu de participer à tous les niveaux pour faire des jolies photos et pour avoir des jolis mannequins. C'est très important pour moi de collaborer avec l'agence Elite parce que je crois beaucoup au potentiel des mannequins marocains. J'aime bien les défis. Je pense qu'une fois ces filles elles sont préparées, coachées, elles représentent une très belle image du Maroc. Si je peux participer à ça, montrer la beauté des Marocaines, je suis ravie. D'abord, c'est une femme exceptionnelle parce qu'elle a le courage et surtout le mérite de s'être battue pour arriver là où elle est aujourd'hui, qu'elle réussit l'alliance quasi parfaite justement entre la modernité et la tradition. Le Maroc se trouve aujourd'hui justement entre cette croisée de chemin-là et je crois qu'en tout cas, elle est assez représentative de cette mouvance, de cette dynamique et donc évidemment, nous en sommes très fiers. J'ai besoin de mes racines et de tout ce qui est authentique. D'ailleurs, c'est ce qui se voit dans mon travail. Et j'ai aussi besoin d'aller vers la civilisation et vers des choses modernes. J'ai un caprice, c'est que j'aime pas suivre les tendances. Donc, je résiste. Je suis une artisane, je fais un vêtement. Je préfère qu'une femme qu'elle se sente belle quand elle porte mes vêtements que plutôt se sentir à la mode. مرحبا بكم.